Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Visa? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. On a déjà eu à mentionner cette compagnie plusieurs fois. J'ai même fait une note d'analyse ici concernant Visa et Mastercard que je vous encourage à aller regarder. En fait, pour moi, si vous voulez, si vous avez une seule vidéo à regarder, c'est celle-là pour Visa et Mastercard. D'accord? Donc, je reviens ici quantitativement. On va faire le tour. Elle a publié ses résultats financiers ici. Je pense que c'est pas étonnant que les résultats financiers en question soient intéressants, soient bons. Et je pense que ça va continuer dans le futur. Donc, je vous encourage à aller voir la vidéo précédente. La vidéo que je vous ai tantôt mentionnée. Revenus. On a une croissance des revenus ici sur les 12 derniers mois. Si on prend ça trimestriellement ici, vous pouvez voir, on a à peu près 8 milliards 700, 8 milliards 800 par là. La même période l'année précédente, on a à peu près à 7 milliards 900. Donc, ça reste toujours intéressant ici. Ensuite, on va regarder la marge brute. Est-ce qu'elle est stable ou croissante? Vous connaissez combien d'entreprises avaient des marges brutes de 97% en croissance? Combien? On continue. C'est excellent. Marge EBITDA, est-ce que la marge EBITDA suit la même tendance? Les marges EBITDA sont plutôt stables, également en croissance sur les dernières années. Donc, vous pouvez prendre la moyenne des 20 dernières années, c'est 67%, 10 dernières années, 68%, 5 dernières années, 70% à peu près, 3 dernières années, 70%. Donc, on voit l'évolution. Ensuite, net income et free cash flow, est-ce que les deux vont dans le même sens? Ici, les free cash flow de cette compagnie, normalement, devraient être plus élevés que les net income. C'est normal. Donc, grosso modo, les deux parlent le même langage. On aime ça. D'accord? Donc, si on prend à peu près également la marge des net income, on peut voir ici qu'on a une certaine évolution. Un excellent business. Si on prend également le retour sur les capitaux investis, d'accord? Et c'est très important généralement de connaître la formule de chaque ratio que vous utilisez. Ça vous permet ici de mieux comprendre qu'est-ce qui pourrait influencer positivement ou négativement ce ratio-là. D'accord? Vous connaissez combien d'entreprises ici qui ont un ROIC de 20% en moyenne et en croissance sur les dernières années. Et ce n'est pas une période exceptionnelle. Ça pourrait continuer à croître. OK? Donc, ici, la dette nette sur EBITDA, elle n'a presque pas de dette. C'est une entreprise qui a du cash net littéralement. Donc, on peut voir ici, excusez-moi, la dette est insignifiante en réalité. Ça ne vaut même pas la peine de mentionner ceci parce que 2 milliards 900 de dette nette ici par rapport à ce que l'entreprise rapporte en moyenne, juste en net income, on est à peu près, ça ne sert à rien. Elle rapporte à peu près 5 à 6 fois plus que la dette nette présente. OK, donc, on va se dire qu'elle n'a pas de dette nette. Le nombre d'actions augmente ou diminue? Est-ce qu'on a besoin de parler? Continue à baisser. Et je dis toujours ici que racheter des actions, c'est bien, mais c'est bien de le faire quand le prix est prix est bon. Et ici, vous allez voir généralement, par rapport à l'évolution du PER de cette compagnie, le price to earning, et c'est généralement à ce niveau-là que certains vont se limiter. Oh, elle s'échange à 25 fois les bénéfices, à 35 fois les bénéfices. Ça fait 30 ans que c'est 35 fois les bénéfices. Vous ne remarquez pas que la croissance est à double chiffre depuis cette période-là. Je vous prends un exemple. Si vous achetez une entreprise aujourd'hui à 25 fois les bénéfices, qui a une croissance ici certaine, entre parenthèses, de 5%, de 10% en moyenne sur les 5 prochaines années, à prix égal, donc mettons que le prix ne change pas sur les 5 prochaines années, mais que les bénéfices nets augmentent, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. En fait, en réalité, vous êtes en train de payer 16 fois les bénéfices, 15,5 fois les bénéfices. Et maintenant, si vous prenez 20%, 15%, vous allez voir que le chiffre sera de plus en plus intéressant. Donc, ne vous limitez pas juste aux 26 fois les bénéfices. Je n'utilise pas le PEG ratio. C'est un ratio que je n'ai jamais aimé. Ça, franchement, c'est bien de regarder je ne dis même pas que c'est bien. Franchement, regardez la taille du marché. La raison pour laquelle on a eu une croissance précédente
Et la raison pour laquelle on pourrait connaître une croissance future, c'est comme le debt to equity. Ce sont des ratios qui sont complètement dépassés. On les utilisait ici quand on avait à peu près des industries avec des actifs intangibles. Donc c'est con aujourd'hui d'utiliser le debt to equity. Enfin, quand on dit c'est con, vous faites ce que vous voulez, mais je continue à penser que ce ratio-là n'a pas de sens. Debt net to EBITDA, c'est correct. Debt net même sur free cash flow, c'est parfait. Dépendamment des entreprises, parce que les bancaires, vous n'avez pas besoin d'utiliser le free cash flow. D'accord? Elles ne vendent pas à crédit. OK? Donc, ici, à 26 fois les bénéfices, 27 fois les bénéfices, c'est la moyenne des PER sur les... Disons, c'est pas la moyenne, excusez-moi. La moyenne des PER ici est de 25 fois les bénéfices. Et je prends les forward PE. C'est 25 fois les bénéfices. Vous vous rendez compte qu'il y a des gens qui ont payé 15 fois les bénéfices pour cette compagnie. Vous vous rappelez, ceux qui ont payé 15 fois les bénéfices ici, en réalité, si le prix n'avait pas changé, ils ont peut-être eu un PER, ils ont peut-être un PER réel ici qui est aux alentours peut-être de deux fois les bénéfices. Parce qu'entre-temps, nous avons vu une entreprise qui a connu en moyenne sur toute cette période, sur les 10 dernières années, si on prend N+, sur les 10 dernières années, en termes de bénéfices nets, hein, parce qu'en fait, la croissance des bénéfices n'est pas synonyme ici de croissance des... La croissance des revenus n'est pas synonyme ici de croissance des bénéfices. Une entreprise peut avoir une croissance des revenus de 1% avec une croissance des bénéfices de 10%. Faites attention. Donc, il est toujours intéressant d'aller regarder, de comparer avec la croissance des bénéfices ou la croissance des free cash flow. D'accord? Ici, où est-ce qu'on a net income ici, net income CAGR, voilà. Et je vais prendre ça sur les 10 dernières années. Donc, le bénéfice net sur les 10 dernières années, on a une croissance de 13%. Sur les revenus ici, sur les 10 dernières années, je compare. On a une croissance de 10,74%. D'accord? Donc, on a une croissance plus élevée. Ça veut dire ici que l'entreprise est de plus en plus efficiente. Donc, revenons donc sur celui qui a payé un PER ici de 15 fois les bénéfices à cette période. Mettons ça ici. D'accord? Sur les 10 dernières années, c'est quoi? À peu près 13%, n'est-ce pas? 1,13 exposant 10. Ça donne à peu près ici 3,39. Donc, le 15 fois les bénéfices, en réalité, vous avez connu... En payant 15 fois les bénéfices en question ont connu une croissance ici. Les bénéfices en question ont été multipliés par 3,4, admettons. D'accord? Ça représente à peu près aux alentours. Ici, vous avez payé en moyenne à peu près 4 fois les bénéfices. Donc, ne sous-estimez pas la croissance. Et n'essayez pas, grosso modo, de l'anticiper ici, sans généralement prendre en considération, avoir une connaissance assez approfondie du secteur d'activité. Ce n'est pas pour rien que j'insiste sur les secteurs d'activité, les amis. Vous pouvez faire le test de vous-même et vous allez vous rendre compte à l'évidence, j'espère très tôt, qu'il est important d'étudier le secteur d'activité. C'est comme ça qu'on répond à la question de savoir est-ce que l'entreprise aura continué à connaître, est-ce que l'entreprise connaîtra une croissance sur les années à venir. Ce n'est pas en regardant la croissance passée. Ça nous donne juste une indication qu'on a une croissance, on est une entreprise en croissance. La croissance finit toujours par ralentir. D'accord? Donc, ici, c'est 25 fois les bénéfices. Je ne suis pas de ceux qui vont vous dire qu'il faut payer à peu près, parce que l'entreprise s'échange à moyenne à 40 fois les bénéfices, que je vais payer 40 fois les bénéfices. Non, non, non. Je paye 25, pas plus que ça. Ce qui représente 4% de rendement pour moi. OK? Ça nous donne quoi? Donc, pour l'évaluation, Visa. Et je rappelle ici que pour la vidéo que j'ai mentionnée précédemment, celle où je parlais de la note d'analyse en question sur Visa et Mastercard, et c'est une note d'analyse ici qui, moi, en la faisant, ça m'a permis de comprendre que cette compagnie reste sous-évaluée, malgré le multiple de valorisation actuelle. Et j'ai détaillé mes arguments tantôt dans cette vidéo-là. D'accord? C'est ce qu'on appelle une analyse fondamentale. Et vous pouvez aller vérifier de vous-même tous les éléments que j'ai mentionnés tantôt. D'accord? Lisez vos rapports financiers, c'est important. Et je rappelle ici que quand vous faites du stock picking, il faut le faire avec méthode. D'accord? N'achetez pas les entreprises uniquement en regardant des bénéfices nets, des PER et on s'arrête là. Non, c'est un peu plus profond que ça. Et si vous êtes vraiment sérieux dans votre apprentissage, le premier commentaire épinglé sous cette vidéo pourrait vous intéresser. OK? Donc, pour Visa, comme je l'ai mentionné, je paye 25 fois les bénéfices pour cette compagnie. Je vais prendre 25. C'est une entreprise qui pourrait connaître une croissance moyenne de 10% sur les années à venir. Je vais mettre ici, extrapoler un tout petit peu cette croissance-là
Prenons ceci, custom. On prend l'estimation. Voilà. Donc, en 2029, la question que je dois me poser, c'est est-ce que Visa pourrait continuer à se négocier à 25 fois les bénéfices, même à cette période-là? Pour moi, je pense que c'est possible. OK? Je pense que c'est possible. Et donc, si on se situe dans cette période, admettons, cette compagnie pourrait valoir 470 $ à cette période-là. Si elle connaît une croissance moyenne de 13% par rapport entre 2024 et 2029. Et maintenant, on ne va pas juste se baser sur les chiffres, on va aller étudier le secteur d'activité. Et il y a également des risques. J'ai tantôt mentionné un risque la dernière fois ici. Et je pense que vous avez vu qu'il a commencé à avoir une consolidation aux États-Unis dans ce secteur, dans le secteur ici des cartes de crédit, mais les networks, ok, des réseaux de cartes de crédit. Ok, je ne suis pas fou. Il faut lire les rapports financiers, les amis. Et je pense que je l'ai déjà mentionné également précédemment. Et je ne vais pas revenir dessus. Ok? Donc, pour moi, à l'heure actuelle, est-ce que je surpaye pour Visa? Parce que mon but en réalité, c'est d'abord de protéger mon capital. Et pour protéger mon capital, je n'ai pas envie de surpayer pour une entreprise. Au pire des cas, sur Visa, je paye un juste prix. Je dis bien au pire des cas, je paye un juste prix. Vous avez une entreprise qui augmente ses marges année après année et qui connaît une croissance intéressante. Si la croissance s'arrête d'ici demain et que Visa maintient ses marges, je ne surpaye pas aujourd'hui. Si cette croissance-là continue, que ce soit au niveau des marges, des bénéfices, etc., le prix actuel est intéressant. Donc, conclusion, je pense que Visa est sous-évalué. Et d'aucuns vont me dire, ouais, mais le dividende n'est pas intéressant, les amis, réfléchissez un peu plus loin que ça, s'il vous plaît. On est un peu fatigué là. D'accord? Cette entreprise peut verser un dividende en date d'aujourd'hui de 3,42% si elle le voulait. Prenant en considération ce qu'elle a dépensé pour le dividende et ce qu'elle dépense ici pour le buyback, pour le rachat d'actions, et vous posez la question de savoir si elle avait dépensé la totalité de ce montant-là pour acheter uniquement, si elle avait reversé la totalité de ce montant en dividende, quel est le rendement que j'aurais obtenu? Donc ça ne me sert à rien d'aller regarder l'évolution de dividende, etc. Blablabla. Cette compagnie pourra augmenter ses dividendes de manière très rapide. Aujourd'hui, elle peut déjà distribuer 3,42%. Aujourd'hui. Demain, donc d'ici 2026, on pourrait reverser à peu près 72 $ à l'action. Excusez-moi, 12,72 $ l'action. Par rapport à ce que je paye en date d'aujourd'hui, c'est un rendement sur coût de combien? 4,59%. Donc ce petit 0,115%, en réalité, il faut le voir autrement. OK? Donc ça peut être intéressant à aller regarder. Pour moi, Visa, c'est une entreprise qui mérite avoir, au prix actuel, j'accepte de payer ce prix. Alors que vous savez que je suis vraiment très, très cheap par rapport au prix que j'ai envie de payer. Mais pour Visa, ça ne me dérange pas. Parce que je pense que la croissance, même pas que je pense, plus je lis sur la compagnie, plus je me renseigne sur l'industrie, plus je pense que on pourrait continuer à avoir une croissance de plus à 2 chiffres sur les années à venir. Au moins sur les 5 prochaines années. Bref, ce n'est que mon avis. Et non un conseil d'investissement. Et comme je le dis toujours ici, une analyse fondamentale ne se limite pas à ce qu'on vient de faire ici. D'accord? Il faut aller bien plus loin que ça. Et vous ne pouvez pas investir avec conviction si vous ne lisez pas vos rapports financiers. Vous n'aimez pas lire? Ne faites pas du stock picking. OK? Ne faites pas du stock picking. Allez acheter des ETF et restez tranquille. Mais si vous choisissez faire le stock picking, il faut être prêt également à faire le travail nécessaire. D'accord? Au début, c'est un tout petit peu compliqué, mais avec la bonne méthode, le bon questionnement, vous pouvez arriver à avoir des résultats extraordinairement élevés. D'accord? Donc, premier commentaire épinglé, c'est uniquement pour les gens qui veulent vraiment faire le travail, qui sont prêts à travailler pour améliorer leur questionnement, d'accord, lors de leur processus d'analyse d'entreprise. Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir.